Elle prend sur la table un exemplaire des Peanuts et lui montre le dessin. Le dessin est en noir et blanc, pas la moindre couleur. Comment peut-elle savoir, ou plutôt voir, des couleurs là où il n'y en a pas? Mehdi pointe un index tremblant sur la feuille de papier. L'ongle râpe le visage de Linus. C'est pas vrai, il n'est pas blond. Il est rien. Sabine hausse les épaules. Mais si, gros bêta, il est blond. Et puis regarde, c'est un ange, Linus. Les anges sont blonds, c'est bien connu. Toute l'étoile de la Renaissance le prouve. Elle rit elle-même de la plaisanterie, puis caresse les cheveux de Denis, qui n'a rien dit jusque-là, se contentant d'assister à la scène en dansant d'un pied sur l'autre, debout près du tableau. Elle enfonce le clou. Denis est comme Linus. C'est un petit ange blond. Elle se penche sur la joue du séraphin et y dépose une bise. Mehdi a de plus en plus mal au ventre. Il s'éloigne de la table et ne dit plus rien. Il hésite un peu, puis se dirige vers la porte. Sabine crie. « Mais où vas-tu, Mehdi? On va commencer ?» Il ne répond pas et court vers le bosquet chétif qui fait face au bâtiment. Il s'assoit sur un banc, les pieds ballants, le soleil dans les yeux. Il ouvre les yeux, assis brûlé. Il s'en moque. Il veut devenir aveugle, ne plus rien voir, ni les arbres, ni le tableau, ni les couleurs. Quelques minutes plus tard, Denis vient les rejoindre. Il a l'air inquiet. « Écoute, il faut que tu reviennes. On doit commencer la répétition. Regarde, je t'ai apporté ton texte. » Mehdi a pris un air buté. Il évite de regarder son ami. Celui-ci lui tend la main pour l'entraîner. Mais il se dégage violemment. « Va-t'en, imbécile !» Ça lui a échappé, il a insulté son ami. « Je ne veux plus jouer au théâtre, plus jamais, jamais. » Il lui arrache la feuille des mains et la déchire, les yeux pleins de larmes. Les petits morceaux de papier s'envolent dans la petite brise du printemps qui adoucit l'éclat du soleil. Denis, ahuri, regarde les confettis voltiger, puis il hausse les épaules, fait demi-tour et se dirige vers la salle. Mehdi crie dans sa direction. « Et en plus, ta mère, elle boite. » Denis s'arrête et se retourne. Ses yeux s'agrandissent, comme s'il ne peut croire ce que ses oreilles ont entendu. Ses lèvres tremblent. Bientôt une larme coule sur sa joue. « C'est pas vrai, » murmure-t-il. « Si, c'est vrai, » répète Mehdi, un ton plus bas. Il n'en est plus sûr à présent. L'angelot s'éloigne en reniflant à petits coups, la tête baissée. Ses cheveux blonds s'illuminent dans le soleil comme une lampe allumée par un cœur antique. Tout s'embrouille dans la tête de Mehdi. Une minute passe. Maintenant, Denis est dans la salle de classe avec les autres. Que s'y passe-t-il? Que leur dit-il? Mehdi se voit avec horreur coupé du groupe, abandonné. Il court, se cacher derrière un arbre. Il a compris. Il est devenu un paria. Monsieur Porte leur a appris ce mot pendant une digression sur l'Inde et les intouchables. Bientôt, il voit Sabine sortir de la salle et tourner la tête dans toutes les directions. Elle le cherche, c'est évident. Que lui veut-elle? Peut-être se sont-ils mis d'accord, tous ensemble, pour l'exclure de la troupe. Ou bien Denis a rapporté ce qu'il avait dit sur sa mère, et Sabine le cherche pour l'emmener chez le proviseur. Il se voit puni, exclu du lycée, le quittant, le rouge au front, sous les colibés des pions et des élèves.
sa ridicule petite valise à la main. Il s'en va en courant, entre au hasard dans une salle, dans un autre bâtiment, et va s'asseoir au fond, le front sur le pupitre, les yeux brûlants, les bras ballants. S'il pouvait mourir. Et soudain une sensation atroce s'empare de lui. Il se voit seul, mais pour la première fois. Ce n'est plus un vague objectif, un état transitoire, une pause du repos, voire une bénédiction, seul sur la terrasse, quand tout le monde s'agite en bas. Cette fois-ci, tout a disparu, tous les adjectifs, tous les mots, tous les états. Il n'y a plus d'avant ni d'après. Le temps est aboli. Il n'y a plus que ça, seul. Les yeux fermés, il ne voit plus rien. Aucun marronnier, aucun platane pour le distraire, aucun livre pour le faire rêver, aucun chaton, même pas une puce, un ciron. Et il n'entend rien, pas une voix, pas la moindre petite musique de nuit ou de jour. Tout cela, c'est pour les autres. Le paradis, c'est les autres. Ils sont en train de répéter Peanuts, bien au chaud, heureux d'être ensemble, sous le regard bienveillant de Sabine Armand. Ils existent dans son regard, par son regard. Lui, il n'existe plus. C'est ça, être seul. Il ouvre la bouche, crie, et pas un son ne se forme. Sous ses paupières, le noir se transforme en rouge. Est-ce du sang? Est-il vraiment mort? Seul? Et puis tout se brouille, et le soir est tombé. Miloud, faisant la tournée des bâtiments pour vérifier que toutes les salles sont bien fermées, ouvre machinalement celle-ci. Juste avant de refermer, il a pris le temps d'apercevoir tapi dans les fourrés un tigre. Et puis non, ce n'est pas un tigre. Il ne s'agit que d'un élève endormi, la tête posée sur un pupitre. C'est quoi ce bazar? S'approchant à pas de loup, le concierge débusque l'intrus qui se relève en sursaut. Son visage est baigné de sang. Du sang transparent? Non, ce sont des larmes. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pitchoun? Miloud le prend par la main, l'extirpe du banc où il s'est fait bigorneau et l'entraîne vers le réfectoire illuminé comme un grand bateau de croisière dans la nuit claire. Mehdi, hébété, mâche ce qu'il y a dans son assiette. Raymond Fernandez ou Mchiche ou quelqu'un d'autre lui parle. Il n'entend rien, ne répond pas. Morel s'inquiète de l'apathie de Fatima, mais Fatima ne réagit plus. On se désintéresse rapidement de ce zombie insignifiant. Il se retrouve sans savoir comment, dans son lit, abattu, stupide. Son pyjama est aussi rose que la robe de Sabine Armand, mais il lui semble maintenant que ce sont des couleurs différentes. C'est étrange, c'est lugubre, il sombre rapidement. Mehdi allait au cours, la mort dans l'âme, puis courait se réfugier à l'étude. Quand il apercevait du coin de l'œil les cheveux blonds de Denis, il baissait la tête et disparaissait. En classe, il ne regardait que le professeur, le tableau et son cahier. Cathy Kirchhoff s'en étonna. « Eh bien, mon petit Kaki, tu boudes ?» Il ne répondit rien.
Elle aussi était perdue pour lui. Tôt ou tard, elle allait s'apercevoir qu'il n'était qu'un imposteur. Alors à quoi bon? Samedi arriva. Les bergers n'étaient au courant de rien. Ils allaient arriver dans leur belle voiture et attendre les 2 garçons. Mehdi n'avait aucune envie de se retrouver avec Denis et ses parents dans leur maison. Que faire? Il était à la torture. Et puis un miracle se produisit. Un jeune homme se présenta le samedi, vers midi, à la loge du concierge et annonça qu'il venait chercher son cousin Mehdi pour qu'il passe le samedi et le dimanche en famille. Miloud fut favorablement impressionné par le jeune homme qui était entré dans sa loge avec un grand sourire et l'avait traité avec déférence. « Assalam alaykoum, la paix soit sur toi. Si el-Hajj. Tout va bien? La santé? La famille? Hamdoullah. » Miloud, qui était habitué à des bonjours secs ou condescendants, se redressa de toute sa taille. Bientôt, on parlait avec animation de rizières et de rafales de mitraillettes tatata qui arrivaient d'on ne sait où, au-delà du fleuve et sous les arbres, où se terrait Lefty Kong. Le jeune homme béait d'admiration. Il s'étonna que l'autre ne fût pas général. Si, et l'autre bougonna. Chienne de vie. Tout cela était injuste. Il n'y a que les Français qui deviennent général, comme dit Gaulle. Mais acceptons les décrets de Dieu. Il sait, lui. Tout sera payé au centuple, comme dans l'histoire de Sidna Ayoub. Hamdoullah. Mais on parle. Comment puis-je vous aider? Eh bien, je viens chercher mon cousin Mehdi. Le concierge fronça les sourcils. Mehdi qui? Mehdi Khatib. Je ne l'ai jamais vu, mais on dit qu'il est tout petit. Gueddou Gued El Foula. C'est un interne. Il porte des lunettes, m'a-t-on dit, et il est muet. Ah, je vois, c'est le pitchoun au dindon. Celui-là même, confirma le jeune homme à tout hasard. C'est ton cousin? Et tu l'as jamais vu? Bah, geste vague. Ils habitent à Beni Mellel, et quand il y a des visiteurs, il s'enfuit, lui, en direction de la terrasse. Peu de gens l'ont vraiment vu. Comme Lefty Kong. Et on parla de Rechef, d'Indochine et de la perfidie du Viet Cong qui se cache quand on le cherche. Après quelques batailles, Miloud revint sur terre et envoya Juan Saval, qui passait par là, chercher Mehdi. Quelques minutes plus tard, il arriva craintif. L'inconnu se pencha sur lui et l'embrassa, sous l'œil attendri du concierge. Mehdi finit par comprendre que sa famille s'était souvenue de lui et qu'on lui envoyait une sorte d'émissaire pour s'enquérir de sa santé et prendre soin de lui. Peut-être voulait-on réparer les dégâts causés par le mariage calamiteux du pompier sur l'âme de l'enfant. Il ne songea pas à se plaindre. Au contraire, il était soulagé et ce fut le cœur léger qu'il sortit du lycée avec le jeune homme. Miloud n'avait qu'à expliquer au berger que Mehdi n'était pas disponible. Il était avec sa famille, on s'occupait de lui, son cousin était venu exprès pour cela. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.